mardi 28 mai 2024. Deux invités aujourd'hui pour l'actualité de ce programme qui vous est proposé tous les mardis et jeudis à partir de 10h avec rediffusion les mêmes jours à 20h. Adam Adjoun, le patron du journal Vision d'Afrique et du site Togo Top News est avec nous. Adam, bonjour. Bonjour Anita, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Oui, ça va. Je rappelle que le site c'est Média Top News et non Togo Top News. Ok, et toutes mes excuses, hein, c'est Média Top News. Alors, puisque je suis plus habitué au journal et papier, toutes mes excuses. Alors, Abel Zendoudi, le premier responsable de Gakoko.tg. Abel, bonjour. Bonjour Anita, bonjour aux fidèles de cette émission. Merci encore une fois pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation. Trois sujets seront débattus essentiellement dans cette émission. On parlera d'abord des inondations avec les dernières pluies de la nuit du vendredi à samedi. On parlera de la crise énergétique avec la sortie du ministre et on parlera également des enseignants-chercheurs de l'université de Lomé. On va terminer avec la démission du gouvernement de Lomé avec un petit bilan fait par vous, journalistes ici présents, et avec les résultats des législatives, avec les législatives et régionales, avec les différents partis ou bien les différents candidats qui continuent de dire merci aux militants. Eh bien, premier sujet, inondation, après les fortes précipitations de la semaine dernière avec débordement de certains bassins de rétention d'eau, entre autres celui du carrefour de Lyon à côté ici. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a fait une descente sur le terrain pour rassurer la population. Alors, Abel, dites-nous, comment avez-vous vécu cette situation-là dans votre quartier vendredi nuit? Bon, dans mon quartier, il faut dire que je suis entre Adido Gomé et Zanguera, surtout dans la zone de Zanguera, à mon niveau, au niveau quand même du marché de Zanguera, en allant vers le grand carrefour de Zanguera, un peu vers le quartier Atilamonou. Je crois que sur la ligne du goudron, il n'y a pas tellement de soucis à ce niveau. Mais quand vous rentrez, lorsque vous rentrez au fond de Zanguera, pour aller vers Sanirako, derrière, regardez un peu de l'autre côté. Voilà, derrière le lycée de Zanguera, c'est vraiment la débandade. Il faut dire tout simplement que les populations étaient complètement en tout cas les pieds dans l'eau. Il n'y avait pas d'accès. Il n'y avait pas d'accès pour les véhicules et les piétons. Et si vous arrivez un tout petit peu au niveau de Atilamonou, à la base de Ebomaf, là-bas, c'était quand même, vous allez comprendre qu'il y a deux bassins d'eau. Il y a une retenue d'eau qui est en construction avec surtout la société Ebomaf. Et en face, il y a quand même, on dirait, un étang qui s'est installé depuis plusieurs années déjà. Et l'eau ne tarisse jamais, en tout cas dans ce bassin-là. Et la dernière fois, le samedi, c'était transformé, en tout cas, ce bassin était transformé en une, je dirais, en lagune, on dira, mais c'était quand même une scène inhabituelle qu'on a vécue. La scène, c'était quoi? C'était que la population, au-delà du fait qu'on crie au scandale, se réjouissent quand même du poisson, parce que ça ramassait du poisson. Ah bon? Oui, dans... Et vous n'avez pas pris pour nous? Bon, vous savez, j'étais en circulation, j'allais donc... j'allais... d'accord avec oui, vous. mais j'allais... On allait faire du poisson grillé ici. On allait faire du poisson, même à ce jour, ça continue. Si vous arrivez, en tout cas au niveau de... tout à l'heure, vous allez voir des gens, des pêcheurs
de fortune qui se sont donc installés sur les lieux. Mais il faut quand même dire qu'au-delà de cet aspect un peu comique de la chose, c'est une situation assez déplorable et puis dramatique que nous avons vécu le week-end dernier, du moins entre vendredi Dans la samedi nuit et de dimanche. vendredi à samedi. Alors, Adam, dans votre quartier, les maisons Non, vous sont savez, parties, les chambres inondées. oui, la On a question... vu un peu dans la vidéo là, les gens qui sortaient l'eau de leur maison. Oui, vous savez, la question d'inondation est une question préoccupante. C'est vrai, lorsque vous prenez pratiquement tout Lomé, je pense que le sujet a touché pas mal de ménages et personne ne peut se sentir épargné au regard des dégâts plus ou moins causés par ces inondations. Je veux dire par là, lorsque vous avez certains ménages ou quelques rares ménages qui se sentent épargnés, vous constaterez que dans vos circulations, la circulation ou pratiquement, lorsque vous sortez, il y a eu beaucoup de perturbations. Vous pouvez vous sentir épargné, mais vous êtes de suite rattrapé à partir du moment où vous prenez directement la route. Donc le sujet, c'est un sujet préoccupant qui pratiquement touche toute la ville de Lomé. La question est de savoir, puisque lorsque nous remontons un peu l'histoire dans un passé récent, le sujet était un sujet de préoccupation majeure et que la population, lorsque vous prenez, aussi sur les réseaux sociaux, même au niveau des radios, même lorsque vous interrogez les gens sont sentis interpellés. Et là, je pense que vous prenez au niveau des communes, que ce soit au niveau des terres, nous avait fait croire qu'il y avait eu des aménagements liés au fait qu'on a senti qu'il y avait eu, en tout cas, déploiement du matériel, surtout lorsque vous prenez par exemple le bassin de rétention d'eau au niveau d'Adido Gomé. Je vais parler au niveau de la douane, non l'aide du lycée technique. On a redéployé un groupe électricien qui a aidé à pomper l'eau et à le drainer vers les autres bassins. Mais tout de suite, est-ce que les autres bassins avaient la capacité de contenir? Non, c'est pourquoi le système de drainage aujourd'hui ne consiste pas à parler seulement du bassin d'eau. Lorsque vous avez les bassins d'eau de relais, cela continue jusqu'au bassin final qui est la lagune de Baie. On ne peut plus parler aujourd'hui, mais lorsque vous prenez, je pense que c'est ces bassins de rétention, lorsque vous allez plus loin, en allant vers Ségbé, les deux bassins qui sont des bassins vraiment très minimes. Eu égard au quartier, surtout vous comprendrez que lorsque vous remontez la pente, donc ça prend beaucoup d'eau. Mais j'ai constaté, en tout cas c'est un regard personnel, ça peut être considéré comme personnel, puisque je n'ai pas véritablement remonté les informations pour voir s'il y a un relais. Mais j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de relais qui relie ce bassin d'eau au bassin d'Adido Gomé pour faire en sorte que les flux soient désengorgés. Ce qui a fait que ce bassin d'eau tout de suite était débordé et a continué à être débordé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc ça voudrait dire quelque part qu'il y a du travail à faire. Et je pense que l'interpellation du gouvernement, vous l'avez dit tantôt. Justement, il y a du travail à faire. Est-ce qu'on doit attendre que les premières pluies se déclenchent avant de commencer par trouver une solution, ou bien il faudrait anticiper sur les événements? Non, de toutes les façons. Parce que nous savons tous que la saison pluvieuse, c'est de tel moment à tel moment. Pourquoi attendre qu'il y ait des sinistrés et faire des sorties? Non, vous savez, les prévisions en termes d'infrastructures urbaines sont toujours érigées en termes d'anticipation. Mais lorsque nous rentrons, nous parlons donc de la pluviométrie, nous n'avons pas une stabilité constante, une constante en termes de pluviométrie. Donc vous conviendrez avec moi que la première pluie que nous avions eue, notamment celle qui a inondé les maisons, sont l'une des rares que nous constatons, une pluie de minuit jusqu'à pratiquement 9 heures, hein, si on va dire 9 heures. Donc, vous convenez avec moi que les infrastructures d'anticipation ne sont pas préparées à pouvoir donc gérer une très grande pluviométrie comme ce que nous avions constaté dès cette pluie-là. Il y a des pluies de 3 jours, 3 nuits. Tout à fait, je suis d'accord, mais il y a une question de densité, etc. Mais je pense que ce sont ces inondations qui préparent également à pouvoir voir quelles sont les mesures palliatives qu'on peut mettre en place. Donc, quoi qu'on dise, les infrastructures, comme je le disais, urbaines, tiennent compte également des dégâts que cela aurait pu causer pour permettre d'améliorer. Ça ne voudrait pas dire que le gouvernement s'attend
à ce qu'on aille aux dégâts avant donc de préparer. Puisque, en tout cas, dans mon environnement étant ce qu'elle est, on ne peut que s'en tenir à ça. Donc, moi, je pense que les dispositions seront bien prises avec ces inondations, quand bien même que je le disais lorsque nous remontons l'histoire, nous avons vu qu'il y a eu des infrastructures qui sont aménagées, faisant croire qu'on ne pouvait plus s'attendre à ces genres de dégâts, mais c'est arrivé. Ça voudrait dire qu'il y a encore du travail à faire, on peut toujours améliorer. Alors, Abel, même question, parlant d'anticiper sur les faits. Oui, bon, je crois que le gouvernement a pris quand même les mesures nécessaires pour Vous pensez éviter. avec Oui, ce qu'on a naturellement, avec ce qu'on a vu. Mais c'est la nature, en tout cas, nul ne peut quand même prévoir ce qui peut arriver. Parce que la dernière fois, c'est vrai que la météo peut nous informer en amont sur la situation voilà, de pluie qui aura. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est à 100% vérifié? Et donc, de ce fait, la dernière pluie, par exemple, a surpris tout le monde. Mais au-delà de ça, cette surprise dont il était question, était quand même, il y a quand même des prévisions qui ont été faites. Et ces prévisions, vous conviendrez avec moi qu'il y a de cela 5 ou 10 ans en arrière, on n'avait pas tous ces bassins d'eau, toutes ces retenues. Vous voyez par exemple au niveau de Todman, il y a quand même ce grand bassin, cette grande retenue d'eau qui essaie quand même d'alléger un tout petit peu la tâche aux habitants de ce quartier. Vous savez que c'est un bas-fond, un quartier carrément, complètement inondable, mais cette fois-ci, la situation n'était plus alarmante comme auparavant. Et il y a également au niveau de fin pavé à Didou-Adin. Le bassin, oui, fin pavé à Didou-Adin, la situation n'était plus quand même aussi alarmante que ça. À Dido-Gomé, douane, moi je suis passé par là, je crois, le samedi, dans la journée de samedi, il n'y avait pas assez quand même de situations déplorables là-bas. Vous voyez, et même le bassin n'était pas aussi trop plein. Vous voyez, donc je veux dire que la canalisation qui est faite de ce bassin jusqu'au niveau de Todman en allant dans la lagune de baie, en tout cas, jouait quand même son rôle. Mais c'est vrai que bon, la situation est telle que il faut quand même en arriver à des complications par moment pour essayer quand même de recorriger, en tout cas de revoir mieux la situation. Donc là où je trouve un peu la situation un peu compliquée, là où je vois la limite de ce qui est fait par rapport à cette canalisation, c'est qu'au niveau de la lagune de baie, après la Djona Ido-Gomé, Todman, jusqu'à la lagune de baie, il n'y a plus une continuité vers la mer. Bon, je ne sais pas si ça a été fait ces derniers temps, mais vous allez voir qu'au niveau du quartier baie, lagune, les habitations qui sont en bas et qui sont juste en face, dans les alentours de la lagune, sont complètement inondées. Ah, oui. Vous voyez. Et donc, s'il y a encore une suite de cette canalisation vers la mer, je crois que la situation serait beaucoup plus améliorée. Il faut quand même apprécier ce qui est fait, en attendant quand même de voir l'amélioration de tout ce qui est déjà, en tout cas, des acquis. Il faut quand même reconnaître que le gouvernement essaie de faire beaucoup de choses dans ce alors sens-là. Que le gouvernement continue par essayer de faire mieux. Oui, même au niveau de Ido-Gomé Cap. Vous sortez de votre maison, vous dites il n'y a pas d'inondation chez vous, mais avant d'arriver sur votre lieu de travail, vous êtes obligé de traverser la pluie. Oui, et ça aussi, ça appelle quand même à la citoyenneté, hein, à une prise de conscience citoyenne. Oui, vous voyez, moi j'ai eu à poser la question, en tout cas aux amis, de savoir si ceux qui ont ramassé du sable dans les rues ou construit leur maison et se plaignent également aujourd'hui de l'inondation dans leur quartier. C'est une question. Oui, mais c'est compréhensible. Ceux qui ont ramassé du sable dans la rue pour construire leur maison, est-ce que ces gens-là également se plaignent? Les sables de rue. Les sables de rue, mais ne sont pas faits. C'est fait pour construire? Non, du tout pas. Maintenant, des gens dans nos quartiers, vous allez voir tous les jours, peut-être souvent c'est les nuits,
que les gens sont là, ils sortent des brouettes et ils ramassent du sable, alors que ce sont ces sables-là qui peut-être vont contenir l'eau. Vous voyez, mais vous ramassez tout, vous creusez d'abord le sol. Vous avez des trous un peu Je partout. crois que... Et donc ça aussi, ça Abedi, par appelle... exemple, c'est interdit. Hein. Vous faites ça quand on vous prend. Dans Ah, la veut maison dire du qui chef. prend? Le chef ou bien la mairie? C'est au niveau du chef que... Et donc, j'ai je vous vu ça, veux dire que le chef a compris que cette situation peut entraîner également, peut causer de l'inondation. Et donc, ça, c'est clair. Et au-delà de tout, il faut quand même appeler à la conscience citoyenne des habitants de la population. C'est très important. Et des autres. Alors, Adam, de l'autre côté, il y a l'aspect sanitaire et il y a l'aspect sécuritaire. Quand vous faites un tour tout à l'heure au Carrefour Léo 2000, au niveau des rétentions d'eau, là, vous allez voir des pêcheurs. Il y a quelques jours, il y a eu un décès là-bas. Vous venez à Deux-Lions, vous allez voir des gens qui sont dans l'eau en train de laver leur engin. Est-ce qu'il ne faut pas tout de suite mettre des garde-fous pour éviter des pertes en vies humaines? Non, vous savez... Et puis là, il y a d'autres maladies. Hein? Oui, vous savez la question... Parce que tout ce que ça contient comme déchets, on ne sait pas. la- Tu viens, tu enlèves tes chaussures, tu te mets dans l'eau, tu mets ta main et autres là. Rien à faire pour décourager ces personnes-là et ces pêcheurs d'occasion. Non, mais vous savez, la question de l'eau va toujours avec de l'assainissement. C'est une question qui est toujours évoquée en paire. Mais au même moment, que voulez-vous, lorsque le gouvernement est en face d'une urgence comme les inondations, les populations sont pratiquement en détresse. Est-ce que Ça, c'est la détresse aussi. Non, c'est une grande détresse que les populations vivent. Aller pêcher, là, vous non, savez je dis, tous. je reviens. Ok. Ça dit que je dis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que devant ces deux préoccupations, l'État a un choix à faire? Les gens sont là jusqu'au jour d'aujourd'hui, après pratiquement une semaine. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse encore mettre d'autres dispositions pour décourager? Je pense que ce sont des questions qui peuvent être résolues à long terme et pas des sensibilisations. La question préoccupante aujourd'hui, c'est de voir comment, d'abord, trouver des voies et moyens pour venir en aide aux populations sinistrées, voir quelles sont les dispositions à mettre en œuvre pour éviter une répétition ou pratiquement, lorsque vous prenez cette question, je pense que... Non, pas on forcément peut le pas. gouvernement. Pas Mais c'est forcément une question de sensibilisation. Attendez, Et je pense que... pas forcément le gouvernement. Quand il y a eu Covid dans le temps, tout le monde se levait pour... Il y a des organisations bien structurées Non, bon, qui bien évidemment, mais... sensibilisent et font ça. Mais cette question, vous savez, c'est une question qui serait très difficile. Même quand bien même qu'on évoque la question de sensibilisation, vous la prenez pratiquement, c'est une question qui est permanente. Lorsque vous descendez un peu du campus en allant vers 3K, vous voyez, c'est Là, on n'a permanent, pas besoin même si on n'a pluie. pas de choses là, il n'y a même pas de pluie, les gens sont là. Donc ça voudrait dire que c'est une question d'habitude. Mais ce qui arrive au niveau de ces rétentions d'eau, c'est une question ponctuelle. C'est-à-dire c'est parce qu'il y a eu une inondation qu'on a constaté qu'il y a des gens qui s'en servent pour mettre au propre leur moto. Même je dis, au même moment, lorsque nous avons ces deux questions, je pense que chacun, et d'abord ce ne sont pas les enfants, je pense que ce sont des enfants qui se mettent à faire ce genre de choses vite fait, ils sont tout de suite rappelés. Et ça, ce sont des gens qui sont des gens assez sensés qui se mettent à le faire. Donc ça voudrait dire quelque part qu'ils savent véritablement de quoi il est question. Même moi, je pense que la préoccupation majeure actuellement, lorsque nous prenons ces eaux-là, de toute façon, à partir du moment où on parle de l'eau propre et de l'eau impropre. De toute évidence, l'on ne peut pas, en tout cas, sérier ces deux types d'eau à partir du moment où cela vient des eaux de ruissellement. Il y a de quoi cela puisse regorger des substances ou des éléments qui ne sont pas propres à la santé. Mais nous sommes en face d'un danger, il faudrait quand même faire le choix. On va se préoccuper de ces gens-là qui s'en servent de cette eau-là, qui sont des eaux, en tout cas, ponctuelles. Mais les pertes en vie humaine, en réalité, moi je pense, je suis plus sur la question de suicide, parce que les bassins d'eau sont véritablement protégés. Là, je pense qu'on ne peut pas, en tout cas,
lier cette question Non, à des Adam, professions il y a du 2 semaines, gouvernement. je crois, il y a 2 Non, semaines. il y en a. Vous prenez surtout... Les enfants étaient partis à une partie de... ils étaient allés à une partie de pêche. Oui, c'est ce que je Il y a dis. quelqu'un qui est Quelque tombé part, dedans et c'est fini. C'est quelque pas- part... On ne va pas parler de suicide dans ce cas. Non, bon, mais je me dis quand même que c'est l'excès. C'est l'extrême. Les gens eux-mêmes, vous prenez toutes les bassins d'eau aujourd'hui sont protégés et cadenassés. Ça voudrait dire que si les gens ont accès, ça voudrait dire que c'est l'extrême. Ils ont voulu l'être. C'est vrai qu'on peut à la longue parler des agents de gardiennage qu'il faut, mais c'est fait des frais supplémentaires. Ce sont les mairies qui s'en occupent actuellement. Vous convenez avec moi que directement à partir du moment où on met tous ces grilles-là autour d'un bassin et qu'on cadenasse et que les gens arrivent à extrapoler et aller jusqu'à pêcher ce dont est la mort, moi je pense que quelque part, il y a une conscience collective à interpeller et là je pense qu'on peut plus ou moins dédouaner le gouvernement qui a fait sa part à Nomadon. Je n'ai pas accusé le gouvernement de toutes les façons. Le gouvernement ou les collectivités. Alors, Abel, avis partagé. Oui, mais naturellement, vous savez, nous avions quand même traité un sujet sur le décès d'un jeune qui avait perdu la vie dans un bassin d'eau au niveau d'Avedi. Avedi, en quittant donc, je crois, juste derrière... Derrière une pharmacie, là. oui, derrière 3K, oui, derrière 3K, non, derrière, voilà, pas trop loin du domicile du ministre ADD, d'État ADD, Ah oui, oui, Avedi, donc Carrefour Y. le carrefour, voilà, carrefour Y en allant en bas. Il y a quand même un bassin d'eau là-bas, bien protégé, cadenassé. Je crois, c'est que là, je crois, et puis il y a même des pavés, hein, Oui, autour. voilà, autour de ce bassin-là. Et donc, le soir, c'est des jeunes qui viennent donc s'amuser, faire du sport et tout, autour quand même de ce bassin. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on se retrouve, en tout cas qu'on retrouve donc des corps humains dans ce bassin-là. Et qu'est-ce qui a poussé le jeune à rentrer donc dans... comment s'est-il pris pour rentrer donc dans ce bassin, vu qu'il n'y a pas quand même de d'ouverture. Les bassins sont protégés de la même manière. Non, je parle de ce bassin. Je parle de ce bassin. Bon, par exemple, si nous prenons... Je ne dis pas Oui, qu'ils je sont parle de bien ce bassin. protégés. Je parle de ce Pas de la bassin. même Donc, manière, je mais dis, protection. Est-ce que c'est de la même manière? Voilà. Protection Et donc, totale. l'État fait quand même, à part, hein, l'État, sur ce coup, l'État a fait sa part, et il faut quand même s'en féliciter, il faut quand même féliciter le gouvernement. Maintenant, c'est pourquoi je parlais de la conscience d'abord des parents ou des jeunes, puisque ce ne sont pas des gamins. En tout cas, celui qui a été repêché, retrouvé mort donc, dans ce bassin n'était pas un gamin. Vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce qui l'a poussé à aller? Aujourd'hui, il n'est plus là pour nous expliquer réellement ce qui l'aurait poussé à rentrer dans cette eau. Vous voyez un peu. Et donc, il a perdu la vie. On parlera de suicide. Oui, c'est là où on parlera de suicide. Et il n'y a pas longtemps, moins de 2 semaines encore, on a encore retrouvé un autre corps dans le même bassin. Ah ouais. Moins de 2 semaines, je vous parle de 2 semaines. Et donc, c'est le corps qui a été retrouvé surface de l'eau. Vous savez que ça fait au moins 2 ou 3 jours que le corps flotte. Et voilà. Mais ça, c'est une personne âgée qu'on a retrouvée encore dans le même bassin. Donc, je veux parler de suicide à ce niveau-là et interpeller véritablement la conscience des uns et des autres sur la situation. Est-ce que les Et gens donc, on ne ne va commettent pas pas tout des le temps forfaits peut-être quelque part? Puis et venir se réfugier dans l'eau. peut-être aussi. on vient Bon. se débarrasser là. Et c'est encore possible. Et tout ça, là, je crois que d'avoir quand même... Parce qu'on ne peut pas avoir des criminels dans la République comme ça. Bon, je crois que le ministère Je m'en de vais- la Sécurité... Je m'en vais faire les salles interpellé. besognes, je Et puis, viens, je il n'y a viens- personne ici, je viens laisser ça là. Et on Bon, continue. mais ce sont des zones plus ou moins éclairées. Hein, lorsque moi Très je parle, éclairées, voilà, bien sûr aussi. oui, En termes de sécurité, de c'est bien sécurité, la zone là, le bassin d'eau d'Avedi dont on la parle, c'est très éclairé, 24 sur 24. C'est 24 sur 24, Et c'est très on vient éclairé. d'où alors? Et donc, Eh bien, on espère que c'est pas tombé dans les oreilles de chaud. C'est vrai, il faut trouver une solution aux inondations, mais de l'autre côté, il faut trouver une solution pour les bassins de retenue d'eau. Autre sujet
Alors, la crise énergétique aujourd'hui, la société nous a permis de vous livrer cette émission sans problème. Le délestage à longueur de journée n'est pas dû au non-paiement du Togo aux fournisseurs d'énergie, mais plutôt à un certain nombre de facteurs techniques. Ça, c'est selon ce que le ministre délégué en charge de l'énergie a expliqué aux professionnels de médias la dernière fois. Adam, je vais vous poser une question peut-être bête, mais les gens se sont pris comment pour formuler des posts? Il y a des déclarations qui ont circulé sur les réseaux sociaux et même reprises par certains médias disant que le Togo doit beaucoup au Nigeria, au Ghana. C'est pourquoi nous vivons cette situation. Et ça veut dire que nous avons des journalistes qui restent dans leur salon, écrivent et postent, ou bien nous avons des journalistes qui vont à la source. Non, ça dit, ramenons le débat Terre à terre. Ok, allons-y. Le ministre, fort heureusement, dans la déclaration du ministre, le ministre n'a jamais dit que le Togo ne doit pas à ses fournisseurs. Il n'a pas dit ça. Ah non, il faut bien suivre l'intervention. Il n'a pas dit que le Togo ne doit pas. Elle est allée jusqu'à prendre l'exemple de la sûreté. Quand vous Non, ne je n'ai pas payez dit non. Je n'ai pas dit. Je dis, le ministre, lorsque vous l'écoutez, elle n'a pas dit que le Togo ne doit pas. Ok, elle a dit. Elle a dit, ce n'est pas le fait de devoir, si je l'explique, je caricature, qu'on est en face de cette situation. Parce que le ministre ne peut pas dire. Mais Lorsque quand vous on évoquez compare, c'est vrai. avec ce qu'elle a dit, si vous ne payez pas, non, si vous ne payez pas ce que vous devez à la sûreté, on vous coupe. Oui, ça c'est depuis très longtemps ce qui a fait que depuis Djeteli, les autres DG l'ont véritablement expliqué. Et c'est ce qui même a conduit à ce que nous ayons des compteurs prépayés aujourd'hui qui en vaut pratiquement, on le conseille plus que l'autre compteur qui est toujours là. Et cela, véritablement, certains usagers se sont posé la question de savoir si nous payons nos factures et surtout ceux qui sont au prépayé. On ne peut pas comprendre pourquoi on ne peut pas. Puisque c'est du commerce, tu ne perds pas. C'est ce que tu as, tu vends et que tu prends l'argent. On ne peut pas comprendre pourquoi on est en face d'une telle délestation avec une très grande ampleur de ce genre. Mais dire que ce que les gens ont évoqué par le passé était des fausses informations n'est pas aussi vrai. Puisque, moi je me rappelle, il y a eu des rencontres ici, parce que vous savez, le Togo, comme des autres pays, se sont regroupés, surtout la CEDEAO, si je veux dire, dans des organisations, des membres de la CEDEAO qui permettent de résoudre la question de l'électricité. Donc lorsque les gens le disent véritablement, ce n'est pas une fausse information. C'est vrai qu'on peut dire que ce n'est pas à l'aune de cette coupure ou de cette délestage que nous connaissons, mais dire que les gens sont restés sur et inventer les informations venues servir, ce n'est pas aussi vrai. C'est pas aussi vrai. Mais je pense que nous sommes en face d'un gouvernement. Nous sommes en face d'un commissaire de gouvernement qui explique une situation. Cette situation ne peut pas prendre en compte en réalité ce que les gens disent. Et de la même façon, je pense que nous n'avons pas les éléments d'appréciation pour dire ce que les gens avaient dit par le passé n'était pas vrai. Puisque de toutes les façons, lorsqu'on veut être sincère, les gens iront même jusqu'à vous sortir des preuves du fait que le Togo n'a pas payé. Je ne dis pas que c'est un facteur qui a permis à ce que nous arrivons là. Mais on nous dit véritablement, puisque la question était là depuis, c'est vrai qu'il n'y a pas que le Togo, lorsque vous avez, la question se pose même avec la question du carburant qui a fait des tollés ici, etc. Mais c'est une question de prévision, on peut avoir des facteurs techniques évidemment comme il dit. Mais je pense que c'est toujours ce qu'il faut aujourd'hui évoquer, c'est cette mauvaise communication là du gouvernement. Parce qu'on est arrivé pratiquement à la fin, puisque nous avons constaté qu'il y a eu amélioration avant qu'on évoque les conséquences ayant conduit à cette... Ça veut dire quelque part que le gouvernement aura de la peine à convaincre la population. Au début, on pouvait nous dire que voilà ce que nous avons, les essais techniques qui conduisent à ce que nous ayons, c'est de l'estar. On peut faire des prévisions dû au fait que ce sont les techniciens on a besoin. Et ça a laissé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et pratiquement. Besoin de techniciens, j'ai pas compris. Non, on nous a dit que ce sont des facteurs techniques. Ça veut dire que ce sont des techniciens qui sont à l'œuvre et peuvent, dans un délai prévisionnel, nous dire que cela va arriver à terme et qu'on pouvait avoir de l'électricité comme nous l'avons pas le passé. Ça n'a pas été le cas, ça veut dire que c'est une mauvaise communication. Aujourd'hui, le gouvernement aura de la peine à convaincre.
Et d'ailleurs, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'y croient pas véritablement quand on nous parle des questions techniques. Mais nous sommes toujours dans les... Mais ce qui est évoqué, certains journalistes, ne peut pas être faux. Voilà. Alors, Abel, de l'autre côté, il y a mais je rappelle que ce ne sont pas seulement les journalistes. Hein. De toutes les façons, nous prenons les facteurs crédibles que nous considérons. Bon, je crois que Ouais. au-delà de tout, il faut quand même reconnaître, en tout cas, il faut quand même prendre en compte ou tenir compte de la déclaration officielle. La déclaration officielle aujourd'hui, c'est que le Togo, ce ne sont pas peut-être les factures impayées de X ou Y qui nous conduisent dans cette situation. Et donc, c'est l'information de l'autorité et c'est l'information officielle. On s'en tient à cela pour croire au gouvernement, croire donc que la situation sera résolue. cela résolu dans oui, ça s'est déjà amélioré, il faut quand même le reconnaître. C'est pas encore résolu. Non, mais ça s'est amélioré. Je crois que il y a de cela 10 jours, on ne serait pas en train de boucler, hein, de poursuivre cette émission. Ce matin de 4h, 9h45. Et donc, ce n'était pas possible. Et vous n'avez pas payé le service que je vous ai rendu. Et donc, vous voyez, donc, ce qui n'était pas évident. Donc, je crois qu'il y a des efforts qui se font, comme Madame le ministre l'a dit. On verra peut-être la suite à donner. À cette déclaration de Madame le ministre, là où je vais peut-être remettre en cause cette déclaration, je ne sais pas pourquoi Adam est allé trop vite en besogne. Il y avait eu un communiqué de la CET entre-temps. Bien sûr, le communiqué n'était pas authentique, demandant aux services publics de régler le surplus de leurs factures. Bon, ça c'est, je crois que... Ça ne donne pas raison, si le communiqué est authentique, ça ne donne pas raison aux premières personnes qui avaient dit que c'est parce que le Togo n'arrivait pas à payer. Bon, le Togo n'arrivait pas à payer, et de demander aux techniciens, en tout cas aux sociétés, aux personnalités qui doivent à la CET de rembourser leurs factures, de payer donc leurs factures. Je crois que c'est deux choses différentes. Qu'on dise que le Togo doit au Nigeria ou au Ghana, que c'est ce qui nous amène nous conduit dans cette situation. Je crois que c'est différent du fait que ce soit des entreprises, voilà. Parce que c'est la CET. Ils n'ont même pas fait de corrélation aussi. Oui, il n'y a pas de corrélation avec la précédente temps que véritablement susciter ces gens. Donc, à ce niveau, je crois qu'il n'y a pas même une correspondance dans ces deux, hein, dans ces faits. Mais ce qu'on retient, est-ce que moi je retiens de la déclaration du ministre, c'est que la situation est en voie d'amélioration. Et on le vit déjà, on le voit, on le constate déjà. Mais on verra si dans les prochains jours, voilà, le Togo va se remettre véritablement sur les rails et que cette situation sera vraiment derrière nous. Vous voyez, le Togo ne produit pas d'électricité. Ça, tout le monde le sait. On est quand même dépendant, en tout cas on dépend du Nigeria en partie et du Ghana. Mais dans ces deux pays également, il y a des messages. Il faut quand même avoir le courage de voir clair les choses et de le dire. Maintenant, au-delà de ça, pourquoi pire que ce que nous vivons. Mais qu'ils vivaient pire que ce que nous vivons. Mais nous achetons chez ces gens-là. Pourquoi? Parce que nous achetons, eux ils produisent, nous achetons, qu'ils sont obligés de nous céder, en tout cas de nous donner ce que nous avons payé. Vous voyez un peu, c'est pourquoi nous sommes peut-être un peu mieux, hein, mieux à l'aise donc que et par rapport au Ghana, par rapport au Burkina, et autant pour moi, par rapport au Nigeria. On nous apprend même qu'au Nigeria, presque toutes les villes ont des groupes électrogènes. Les grandes villes du Nigeria, les communes, les mairies, même les entreprises ont des groupes électrogènes, ce qui fait que vous rentrez au Nigeria, vous n'allez jamais constater le délestage, alors qu'il y en a en plein temps. Vous voyez un peu, donc, bon, peut-être c'est une situation qui nous amène également à... Mais moi, je me dis tout simplement que nous sommes trop paresseux en Afrique. Nous avons... Ce problème de paresse, oui. Le vol revient aujourd'hui. Non, mais pas du vol, mais du... Oui, non, parce que... Tu as l'habitude de parler de tricherie. De tricherie,
chérie. Et moi, oui, oui, parce que nous avons le soleil, mais nous n'arrivons pas à profiter de soleil là, mais c'est les étrangers. En Europe, par exemple, il n'y a pas assez de soleil comme chez nous, mais les gens, ils sont tournés rapidement, ils sont tournés vers les énergies renouvelables, l'énergie solaire et tout. Qu'est-ce que nous faisons? Mais c'est de ça qu'il est question. On va se plaindre tous les jours de ce que, en tout cas, du fait que nous n'avons pas l'électricité alors que nous avons le soleil, alors qu'on peut transformer. Est-ce qu'on a des experts pour faire ça? Mais on n'a pas dit dans ce pays que le Togo, que l'Afrique rêve des grands ingénieurs. Les ingénieurs, ils font quoi? Les techniciens que nous avons, qu'est-ce qu'ils nous démontrent? Qu'est-ce qu'ils sortent véritablement de leur laboratoire? Qu'est-ce qu'ils produisent pour nous? Des ingénieurs que nous avons, des techniciens que nous avons. Il faut qu'ils profitent au pays, à l'Afrique. Mais c'est de ça qu'il est question. Adam, un mot à jouer avant qu'on passe à autre chose, rapidement. Non, bon, ce que nous, population, nous voulons, peu importe les motifs avancés par les uns les autres, l'essentiel est qu'on puisse arriver à trouver de l'électricité, et puis c'est ce qui nous importe. Le reste n'est que, en tout cas, subterfuge. Donc, ce que le gouvernement fera, c'est essentiellement s'atteler à résoudre très rapidement ce problème pour que nous ayons de l'électricité. C'est tout ce qui nous importe. Et alors, dites-moi rapidement, en quelques secondes, quand il y a des lestages, les lundis comme ça, de 14h à 23h, comment vous arrangez? Non, bon, vous savez... Vous reportez à mercredi? Non, ça ne s'est jamais produit ainsi. Et Dieu surtout, ce qui arrive, les perturbations que nous constatons, c'est justement sur nos sites internet. Parce que vous savez, c'est une information continue. Mais quant à ce qui est du journal, vous savez, le journal ne se prépare pas fondamentalement le jour J. C'est des jours suivants. Et d'ailleurs, il y a même certaines reprises du site que vous retravaillez. Donc, ce qui fait que, de toute évidence, ce sont les heures de montage qui tardent des fois très tard dans la nuit, qui nous perturbent. Et justement, là, nous saluons véritablement qu'il y a la sécurité au Togo, mais on ne sait jamais. Mais toujours est-il que chacun a fait les frais de ces délestages que nous constatons. Eh bien, mouvement d'humeur des enseignants, chercheurs de l'université de Lomé jeudi dernier, ils étaient en sit-in où ils vont jusqu'à demander la démission du ministre de l'enseignement supérieur. Adam, je reste avec vous. Quel est le rapport entre nous réclamons les meilleures conditions de vie et de travail et il faut que le ministre acte? Non, votre surprise a été partagée par un bon nombre de populations, tout comme moi. Il y a des antécédents. Non, venant surtout des professeurs d'université, moi je me dis la question où le débat était mal posé. Parce que je pense que la question concernant les enseignements du supérieur ne date pas d'aujourd'hui, surtout liée à la réclamation qu'ils sont en train d'évoquer aujourd'hui. Mais cette réclamation, par le passé, c'était le professeur Doji Kokoroko qui était donc à la tête de l'université de Lomé, a été toujours étouffée. Et il y avait des dispositions qui permettaient d'ailleurs même pas aux enseignants de se regrouper. Donc je me dis, ça a été ressuscité, c'était justement pour tester, en tout cas la rigueur peut-être du nouveau entrant, notamment le professeur Adam Akoda. Et parallèlement à cela, vous savez, pratiquement les méthodes à bâton exprimées aussi bien par le professeur Kokoroko sont les mêmes qui sont aussi exprimées par le ministre Iou, qui essaie véritablement de l'exprimer à tout point de vue. Et je pense que cette rencontre, quelque part également, parce que quelque part, lorsque nous parlons de ces enseignants, il faut aussi parler du ministre. Le ministre, par rapport à ces réclamations, l'a dit. Et lorsque vous interrogez le ministre, nous avons eu à réaliser une interview au ministre Iou liée à un professeur qui était donc mis à l'ENS. Je pense que les explications données prouvent en suffisance qu'il y a des éléments qui permettent véritablement de pouvoir mettre ou fragiliser le mouvement d'humeur de ces enseignements du supérieur. Ce que les enseignants également ne veulent pas entendre parler, mais donc la rigueur du ministre, il a clairement dit. Et moi je pense que, vous savez, depuis le magistère du ministre ou à la tête de ce département-là, beaucoup de choses ont changé, que ce soit dans le privé que dans le public. Or, vous savez, pour arriver à avoir une normalité, il faut également une rigueur. Et nous l'avons constaté, nous n'allons plus revenir sur la trajectoire des enseignants que nous avons connus jusqu'à un passé récent où le ministre a pris, en
tout cas ses responsabilités pour amener à la calmie que nous comptons aujourd'hui. Ben, contre toute attente, les enseignants du supérieur veulent maintenir le mot d'ordre de grève et perturber en tout cas la fin de l'année sereine que le ministre veut véritablement avoir imprimée. Moi, je pense que cette manière de faire risque de toujours maintenir en tout cas les désaccords entre les deux entités, sinon les trois entités. Puisque la question essentiellement n'est pas une question du président, de la présidence de l'Université de Lomé, mais cela remonte de l'enseignement supérieur. Donc c'est le ministre de l'enseignement supérieur qui est censé résoudre ce problème-là. Voilà pourquoi le président de l'université, lui, il a pris les dispositions, dit au sein de l'université, lui, ne voudrait pas voir qu'il y ait donc de manifestations ou de grèves, comme le stipulent bien évidemment les tests. Et moi, je pense que ceux qui auront, fort heureusement qu'ils ont compris aussi la stratégie, que personne ne veut aujourd'hui se faire démarquer du lot comme étant l'agitateur premier. Et puis le ministre l'avait dit dans l'interview, il dit, bien évidemment le gendarme est là, mais c'est celui qui fait trop du bruit, qu'il essaie véritablement donc, de répondre. Donc chacun, ils ont compris et en rang serré veut véritablement se faire entendre. Mais est-ce que vous rentrez dans le fond du problème? Il ne nous appartient pas en tout cas de juger l'appréhension des uns des autres, mais vous comprendrez véritablement quelque part que lorsqu'on vous explique que le gouvernement a des éléments, même si ce qu'on réclame est plus ou moins vrai, il a des éléments qui permettent d'apprécier le fait que ce n'est pas le moment opportun, que le gouvernement ne dispose pas les moyens pour venir, en tout cas, répondre à la préoccupation des citoyens. Alors, Abel, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, quand on prend la situation des enseignants, chercheurs de l'université, et on prend tout ce que nous avons comme problème dans le pays, quand je dis nous, c'est que c'est tout le Togo. Il y a l'énergie, il y a l'inondation, il y a la cherté de la ville. Est-ce que c'est le moment de demander de meilleures conditions de vie? Surtout, le travail, c'est normal. Il faut demander toujours de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions de vie, et au même moment demander la démission du ministre. Bon, je crois que les raisons, en tout cas, sont ailleurs. Mais je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il faut quand même dire que ces professeurs qui demandent la démission du ministre, vous voyez la période à laquelle ils ont choisi, la période choisie donc pour le faire, c'est la démission du gouvernement, les ministres qui sont en train d'évacuer les affaires courantes et donc bientôt la composition d'un nouveau gouvernement. Et donc du coup, c'est dans cette période-là qu'ils ont choisi justement pour demander la démission. Et donc veut dire que c'est un pic lancé au président de la République de peut-être ne plus faire confiance à leur ministre de tutelle. Ils ont peut-être leurs raisons, chacun a ses objectifs, à ses projets. Et donc là, je ne vois pas aujourd'hui l'importance de la chose, et je ne sais pas si la situation des enseignants-chercheurs aujourd'hui, telle que on a compris, on a vu l'évolution des choses, surtout au niveau de l'université de Lomé, où il y a eu tellement assez d'améliorations au niveau des infrastructures. Beaucoup de choses ont évolué, peut-être au niveau également de la masse salariale, mais sauf qu'on parle d'arrêt de plus de 10 mois, mais ça ne date pas quand même d'aujourd'hui. Et donc ces arriérés sont constatés depuis la nuit des temps. Je crois que c'est depuis plus de 2-3 ans que ces professeurs, ces enseignants réclament donc l'amélioration de leurs conditions de vie et le paiement donc, de ces arriérés. Donc si c'est toujours ça, je crois que le ministre, un homme responsable, va pouvoir quand même prendre les dispositions nécessaires qui s'imposent, mais si c'est au président de la République, puisque l'université de Lomé, les universités du Togo ont un budget autonome, et donc on dépend de leur budget. Je ne sais pas aujourd'hui si ces budgets-là sont ralliés, sont rattachés au ministère de l'enseignement supérieur. Bon, si ça en est ainsi, il faut que le ministre fasse quand même les pieds et des mains pour régler le contentieux. Et s'ils ont quand même des budgets autonomes qui ne suffisent pas à gérer
le personnel ou bien à gérer tous les problèmes de ces deux universités, il va falloir que le président de la République ou le gouvernement intervienne parce que c'est de ça qu'il est question. Ils ont demandé au président de la République de prendre à bras le corps leurs problèmes. Donc, tant est qu'ils ont véritablement raison, il va falloir que le président, actuellement, il a beaucoup de problèmes à régler. Hein. Bon, il a beaucoup de problèmes et les problèmes des universitaires également en font partie. Avec la 5e mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est que nous n'avons pas assez parlé de ça. C'est justement la démission réclamée par ces professeurs-là. Moi, je pense que la question sociale ou la question de réclamation des meilleures conditions de vie n'est pas une question de personne et qu'on va jusqu'à réclamer le départ de... C'est pourquoi au début Non, moi je pense que ça également, je pense que c'est une mauvaise approche exprimée par ces professeurs d'université. Moi je pense que en termes de modèle, vous savez, on a toujours dit que l'enseignement dans son globalité est le vecteur de la transformation de nos sociétés. Ça voudrait dire quelque part qu'ils sont considérés comme des modèles en matière de pratique sociétale. Donc venant des professeurs d'université réclamant donc la démission d'un ministre à son poste, je pense que c'est très malvenu. Peut-être que l'approche avait autre lieu que nous ne comprenons pas assez, mais je pense que ce n'est pas bon à être pris comme des astuces modélisables dans une société modèle que nous voudrons. Eh bien, Abel, on va peut-être terminer avec ce sujet. Votre dernier Gakoko Chap-Chap qui a sonné. Les élus du parti Unir Golf de retour dans les communes Golf 1 et Golf 6. Oui, c'était donc dimanche. Le député, l'honorable Germain Korkouvi Ona Germain et toute sa liste, accompagné donc des élus également, des élus régionaux, des conseillers régionaux, on dira, sont retournés donc à leur base d'Adakpame. Adakpame, c'est dans la commune Golfe 1 et à Baguida, dans la commune de Golfe 6. Et donc l'objectif, selon ce qu'ils nous ont rapporté, c'est d'aller dire merci tout simplement à ces électeurs qui ont porté donc le choix sur leur liste, sur la liste Unir Golf. Vous savez que Unir Golf s'est retrouvé avec 5 députés élus et puis plusieurs conseillers régionaux. Et du coup, selon ce que le député Ona Germain nous a dit, c'était quand même des propositions, en tout cas des promesses de campagne. Et donc ces promesses doivent être tenues et ils sont tenus quand même de respecter ces promesses-là. Et c'est pour cela qu'ils sont retournés vers la base. Ce que également, nous avons interviewé un militant du parti Unir à Adakpame. Et il nous a dit que c'est l'une des rares fois que ces genres d'événements se produisent dans leur localité où après, quand ils finissent, ils disparaissent. Quand ils finissent de faire des élections, quand ils finissent, ils disparaissent et ils ne reviennent qu'à la veille de la prochaine élection. Au début, hein. Ben, je dis, le monsieur nous dit que de par le passé, ça ne vient même pas, qu'ils ne reviennent même pas pour dire merci. Et donc, cette fois-ci, ils l'ont fait. Et donc, c'est sur cela qu'il nous a dit qu'il pense que cette législature, ces élus, ces représentants feront mieux que leurs prédécesseurs, les anciens. Donc, tout simplement, c'est pour dire que l'Unir Golf, les élus, sont retournés à leur base dire merci. Et c'est une tournée qui continue dans toutes les communes, oui, dans d'autres bases, puisque vous savez que la préfecture du Golfe compte 7 communes, de 1 à 7, voilà, donc ils ne continuent pas à faire le tour et dès que possible, la Kogoué n'hésitera pas à sonner chap-chap. Alors, Adam, sur Média Top News, c'est ça, hein? Oui. J'ai vu la démission du gouvernement. Je voudrais vous poser une question, même si en coulisses vous avez refusé. Si on vous dit aujourd'hui de dresser un bilan du gouvernement Tom Egan,
Vous savez, le bilan ne pourra être que mitigé. Et je pense d'ailleurs même que l'approche imprimée par ce quinquennat, c'est justement évaluer, en tout cas, ces ministres-là, par rapport à la feuille de route, mais par rapport également à l'orientation qu'ils ont imprimée à leur gouvernement. Je pense que la question que vous posez voudrait quelque part dire que nous prendrons les ministres un à un et les évaluer de A à Z. Je pense que vous n'avez pas, faire ça de manière vous n'avez générale. pas le temps. Mais tout compte fait, je pense que Ça, on peut prendre l'émission de toute une semaine. Voilà, c'est un bilan, de mon point de vue, qui peut être apprécié comme étant satisfaisant. Et je pense que cette satisfaction également est liée au fait qu'il y a eu des évaluations liées, en tout cas au déploiement de cette feuille de route, mais également l'expression faite par les ministres par rapport à la déclinaison de ces feuilles de route. Nous avons vu des rencontres, il y a eu Akpalimé, il y a eu ainsi de suite qui permet véritablement de pouvoir réussir certains qui étaient un peu inefficaces liés à certaines approches liées à cette feuille de route là, que le gouvernement s'est fixé comme étant le baromètre répondant à ces préoccupations de la population. Donc je pense que lié à ça, lorsque vous prenez les programmes et projets, ils n'ont pas eu un degré de satisfaction au même niveau, mais plus ou moins nous pouvons dire que nous avions eu un quinquennat moins, puisque nous sommes en 2024, ça devrait finir en 2025, plus ou moins satisfaisant. Et donc je pense que fait comme ça, je pense que ça permet à la population de pouvoir comprendre en réalité où en est-on avec des projets et programmes liés à une période donnée. Parce que ce n'est pas toute la population qui comprend, parce que les gens ont des préoccupations qui veulent véritablement voir résolues, mais qui n'ont pas été résolues. Mais quelque part, tout est, comme je le dis d'habitude, tout est prioritaire dans notre contexte et il n'y a rien à laisser. Il faudrait quand même qu'attendre que cela soit résolu palier par palier. Donc disons à la population que je pense qu'avec le nouveau gouvernement, qui ne va pas tarder bien évidemment. Si on vous dit rapidement de noter sur 5, dans les 5 questions. Oh, moi, il me serait difficile de toute la façon de donner une autre, mais je dis plus ou moins, ça a été satisfaisant. Alors, Abel, rapidement, votre bilan de manière ramassée. Je crois que... Pourquoi vous avez peur du bilan? Le bilan, ce n'est pas à nous de le faire, naturellement. C'est à eux. C'est vous avez la observé PM, aussi. au Premier ministre de faire son bilan, le bilan de son gouvernement, de ses administrés, on dira, de ses collaborateurs. Elle les connaît individuellement parce que c'est elle qui a fait la proposition et le chef de l'État les a nommés. Je crois que à ce niveau, chacun fera son bilan, mais en tant que population, nous pouvons dire que tout début d'émission, on a parlé d'inondation, on a parlé de la sécurité, on a parlé de la santé, on a parlé de tout et on a fait quand même le tour des rétentions d'eau créées dans presque toutes les communes, bon, si nous prenons Lomé. Bon, je crois que c'est quand même une avancée considérable, il faut quand même le dire. Et sur cet aspect, par exemple, on peut se dire que le gouvernement a fait des efforts sur le plan sécuritaire. Et vous conviendrez avec moi que le souci que nous avons, le gros problème que le Togo avait il y a de cela quelques années, est lié donc au terrorisme. Mais aujourd'hui, il n'y a plus assez d'informations là-dessus, il n'y a plus d'attaques en tant que telles. Donc, je veux dire que sur le plan sécuritaire, le Togo a fait quand même des avancées. Et on parle de la santé. Oui, il y a quand même plusieurs hôpitaux construits, créés, ça et là. Mais c'est vrai que dans nos contrées les plus reculées, il manque encore beaucoup de centres de santé. Mais les CMS ont été quand même équipés, mais en tout cas, on peut quand même se fier d'avoir des médecins dans les CMS, ce qui n'était pas le cas avec la construction récemment de Dr Lafia et tout. Si nous prenons par exemple l'aspect santé également, il y a eu cette amélioration, même si aujourd'hui, c'est ce côté-là qui intéresse beaucoup plus la population, parce que c'est là où il y a beaucoup plus encore à faire. Et donc,
Bon, ce sont ces aspects au niveau de l'éducation. Le professeur ministre Doji Kokoroko, arrivé donc à la tête de ce département au niveau de l'éducation primaire et secondaire, il y a eu assez d'évolution, la construction de plusieurs établissements scolaires. Vous voyez un peu les infrastructures, il y a eu d'amélioration. C'est vrai que des banlieues, dans les hameaux les plus reculés, ça manque encore beaucoup plus. Avec tout récemment, peut mieux faire naturellement, avec récemment la suspension de ce proviseur du lycée de Alor-Kwegbe. Voilà, c'est Alor-Kwegbe. Voilà, Alor-Kwegbe. Et donc, vous voyez un peu, donc c'est dire qu'il y a eu assez d'avancées, il y a eu l'amélioration, mais il reste quand même beaucoup à faire. Et en somme, si nous prenons quand même tous ces aspects réunis, on peut quand même se dire que le gouvernement atteint la moyenne et plus. Ah bon, donc bien sûr. Vous pouvez donner assez bien si je suis un enseignant. Assez bien si je suis un enseignant. Je crois que peut mieux faire et puis voilà. Merci Abel. Merci Adita, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci d'avoir participé à cette émission. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Vous aurez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à 20h et après vous les aurez sur nos différentes plateformes. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous.